Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Laurie, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Jennifer. Alors pour vous présenter tout d'abord Laurie Brodcom, tu es plongeuse et maman de 4 enfants, et Jean-Luc Deville, plongeur 3 étoiles et gynécologue à Verviers. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler plongée et grossesse, pour faire écho aux articles que vous avez coécrits dans les hippocampes 270 et 278. Oui, en effet, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, Jean-Luc. Ça me tenait à cœur d'écrire dans l'hippocampe un article sur la grossesse dans lequel je m'étais occupée de trouver les participantes qui avaient parlé de leur expérience et tu nous avais apporté ta connaissance scientifique. Avec beaucoup de plaisir, en tout cas. Pour ce podcast ici, je propose que nous abordions les choses dans leur ordre chronologique en abordant d'abord la période d'avant-grossesse. Alors peut-être commencer par le témoignage de Laurie. Est-ce que le projet de grossesse avait interféré avec ton activité de plongée, avec des brevets en cours ou des projets de vacances que vous aviez envisagés ? Alors des projets de vacances, non, parce qu'on imaginait toujours un peu ce qui allait arriver. Par contre, un projet de brevet, ça oui, c'est arrivé pour l'une de mes grossesses. Je m'étais lancée dans un brevet en me disant « Allez, on commence et s'il faut arrêter, on arrêtera ». Effectivement, j'ai dû arrêter peu de temps avant une organisation en carrière où j'étais censée plonger et où je suis restée hors de l'eau. Je me suis contentée de faire la sécurité et d'organiser pour les autres. D'accord. Et si on reste dans la période avant grossesse, Jean-Luc, sur le plan médical, quel est l'état des lieux des connaissances au sujet de la fertilité et de la plongée ? Alors c'est vraiment une question facile. Il n'y a aucune répercussion de la plongée sur la fertilité de la femme. Il faut juste savoir que la fertilité dans l'espèce humaine est relativement faible et que les couples qui n'ont pas de problème, qui ont des rapports sexuels réguliers, peuvent avoir un délai pour obtenir la grossesse qui varie de 1 mois à 1 an. Il ne faut donc pas trop postposer le projet de grossesse en fonction des activités de plongée. Exactement. Laurie, dans l'attente des résultats positifs ou non d'une grossesse, quand vous étiez peut-être dans cette période d'essai, est-ce que tu adaptais ton activité ? Non, j'ai jamais réellement adapté mon activité. Je me disais que je serais enceinte quand je serais enceinte et qu'en attendant, il fallait que je vive ma vie comme si c'était pas le cas. Je vivais mois après mois. Si je n'étais pas enceinte, je plongeais, j'en profitais en me disant qu'un jour ou l'autre, je serais enceinte. Une façon aussi certainement de ne pas trop se mettre la pression sur ce projet. Non, c'est vrai, je ne me mettais pas la pression, mais c'est vrai que j'ai toujours profité de ce que je faisais avant et je suis pas du genre à me mettre la pression. Mais donc, on sait tout évidemment que la plongée est contre-indiquée du moment où une grossesse est connue. Jean-Luc, que connaît-on exactement des risques que représente la plongée dans le cadre d'une grossesse, à commencer par les risques concernant le bébé ? Donc depuis longtemps déjà, les premières études, qui datent de 1980, montraient que, sur un petit échantillon, certes, il y avait un nombre augmenté de malformations congénitales chez les fœtus des mamans qui avaient plongé pendant leur grossesse. C'était souvent des plongées entre 38 et 48 mètres quand on lit l'article en détail. Et ce taux de malformation arrivait à 5%, alors que dans la population standard, il est de 2%. On a refait des études par après sur des plus grands nombres et on n'a jamais trouvé de limite sûre pour dire, tiens, à partir de tel moment, il ne faut plus plonger, etc. La raison, c'est que le fœtus, lorsqu'il est dans le ventre de sa maman, il est dans l'eau, dans son liquide, qu'on appelle liquide amniotique, et il ne respire pas nécessairement. Et ces échanges gazeux se font par le placenta. Et donc, la circulation sanguine du fœtus est différente in utero, et le sang qui revient au cœur arrive dans l'oreillette droite, et puis se passe directement dans l'oreillette gauche par un petit trou qui s'appelle le foramen ovale, le trou de Bottal, et puis il va ensuite dans la grande circulation, le cerveau, les organes et le placenta. Et donc, on imagine bien que si une bulle arrive dans le cœur, elle passe directement dans la circulation gauche, et puis elle arrive soit dans le cerveau, soit dans les organes, soit même dans le placenta, faisant à ce moment-là un dégât là où elle s'embolise. Il y a donc un risque réel d'accident de décompression. Il y a un risque réel d'accident de décompression du fœtus, oui. Et donc, sachant cela, est-ce qu'il y a un risque à plonger à partir du moment où il y a eu ovulation et
potentiellement fécondation, est-ce qu'il y a un risque à plonger dans la seconde partie du cycle? Alors là, c'est une question qu'on entend souvent. Tiens, est-ce que je peux quand même plonger parce que on ne sait jamais que je serais peut-être enceinte et que le bébé serait déjà là ou quoi. Mais quand on a bien compris le mécanisme de l'accident de décompression du fœtus, on imagine bien qu'il ne peut pas survenir avant que la circulation fœtale soit établie, et on entend les premiers battements du cœur du bébé fin de la 5e, début de la 6e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire en retard de 10 à 12 jours. C'est ça, donc pas d'inquiétude, en tout cas pas avant d'avoir fait le test de grossesse. Voilà. Donc pas de risque après l'ovulation. Ah, pas de risque particulier, non. Maintenant, je ne conseillerais pas à ces patientes-là d'aller voir le donateur et de se mettre dans une situation où elles s'exposent à un accident de décompression, parce qu'un accident de décompression se traite en milieu hyperbare, et là, ce n'est pas bon pour le bébé, évidemment. On a abordé les risques de la plongée en rapport avec le développement du fœtus. Est-ce qu'il existe des risques accrus de plongée pour une femme enceinte, pour elle-même? Alors, c'est quelque chose qui n'est pas documenté en termes de nombre d'accidents de plongée survenant chez la plongeuse qui plonge pendant sa grossesse. Mais d'abord, c'est assez simple à comprendre, puisqu'on a interdit la plongée pendant la grossesse. On n'a donc pas beaucoup de situations à examiner. On peut simplement déduire de façon un peu théorique que la femme enceinte est quand même plus à risque d'accident de décompression. Une femme enceinte prend une douzaine de kilos sur sa grossesse. Ou 26 quand c'est moi. Ou plus chez certaines. Et dans cette prise de poids, il y a un tiers qui est du tissu adipeux, et dont on sait que le tissu adipeux conserve plus longtemps l'azote et le relargue plus lentement. Elle a une muqueuse au niveau du nez, au niveau des sinus qui est plus développée, donc risque de barotraumatisme. C'est donc pour ça qu'on considère que la femme enceinte est plus à risque. Que dirais-tu à une plongeuse qui se sent peut-être coupable et inquiète d'avoir plongé sans savoir qu'elle était enceinte? Je dirais, ça dépend un peu. Si elle a fait une petite plongée à la gombe, une plongée quasi no déco, je lui dirais, écoutez, soyez rassurés, il n'y a pas grand-chose qui risque de vous arriver. Si par contre, c'est une plongeuse qui a fait, mettons, un stage même de plongée profonde, de plongée successive, qu'elle a eu des paliers de décompression à gogo, eh bien, cette personne-là, je lui dirais qu'elle doit avoir une surveillance de son fœtus plus spécifique que la normale, avoir au moins 2 échographies morphologiques faites par des personnes compétentes dans ce domaine-là, parce qu'il faut bien comprendre que si elle n'a pas embolisé de bulles, le fœtus, lui, a des vaisseaux beaucoup plus petits. Et donc, de plus petites bulles peuvent avoir eu, éventuellement, une répercussion sur le fœtus. Et donc on comprend maintenant pourquoi la plongée n'est pas autorisée chez les femmes enceintes. On sait pour quelles raisons. Concrètement, Laurie, comment as-tu vécu cette période d'interruption de la plongée? Alors moi, j'ai jamais réellement arrêté l'activité de plongée. Certes, je ne pouvais plus plonger, je ne pouvais plus respirer d'air sous pression, mais j'ai continué les activités. J'encadrais, je donnais des cours théoriques, j'organisais des sorties, je nageais à la piscine et en vacances, comme j'ai mon permis bateau, c'est même moi qui skippais le bateau, et donc les camarades étaient bien contents d'avoir quelqu'un qui faisait la sécurité. Et il est clair que maintenant, je suis incollable en manœuvre bateau. C'est un autre apprentissage et c'est une période où il y a moyen de faire d'autres choses que la plongée pure, qui est en fait tout aussi intéressante. Tant mieux. J'imagine que toutes ne le vivent pas de la même façon, mais ça laisse en tout cas des pistes de comment continuer à s'investir dans son club et dans l'activité sans pouvoir plonger. Ah, c'est sûr, et moi je faisais partie de celles qui ont plongé jusqu'à la dernière minute. Je plongeais comme si je tomberais enceinte un jour, mais sans regarder, de plus près, et en faisant juste attention si jamais j'avais un retard de faire un test. Et ça me fait rire d'entendre Jean-Luc en parlant du donateur, parce que moi, pour l'une de mes grossesses, la dernière plongée que j'ai faite, c'était le donateur. Et le lendemain matin, je me suis rendu compte que j'avais un jour de retard, j'ai fait un test, il était positif, et donc j'ai pu arrêter le Coppens une plongée avant la fin en disant « je ne le sens pas trop cette plongée-ci » et garder mon petit secret pour moi au sexe sur le bateau. Donc ça tombait bien qu'à cette période-là, en tout cas tout début de grossesse, il n'y avait pas de risque. Ouais, il y a même moyen de faire quelques apnées. À Marseille, du côté de Cassis, il y a des endroits où les gorgones remontent jusqu'à 7 ou 9 mètres de profondeur, et donc il y a franchement moyen de
de faire quelques apnées sans se mettre dans le rouge. Alors, on vient de parler d'apnée et de natation. Jean-Luc, elles sont autorisées, elles sont même bénéfiques et recommandées. Quels en sont les bienfaits concrets pour la maman, voire pour le bébé? Je pense que, aussi bien pour celles qui avaient l'habitude de la natation ou du milieu aquatique que pour celles qui n'en avaient pas l'habitude, c'est une bonne chose de nager en cours de grossesse. Pour un tas de raisons, la flottabilité est quelque chose qui est agréable pour une maman dont le centre de gravité s'est déplacé. L'exercice physique, évidemment, est une bonne chose. Ça aide également à la relaxation de la maman, donc en conséquence la relaxation du bébé. Et dans mon hôpital à Verviers, on a même des préparations prénatales spécifiquement en milieu aquatique qui sont données par nos sages-femmes. Il faut savoir que tu dis, Jean-Luc, c'est intéressant et c'est bon pour la maman de continuer à aller dans l'eau jusqu'au terme. Jusque 2023, à la LIFRAS, ce n'était pas assuré. Les futures mamans étaient assurées jusque 4 mois de grossesse, mais pas au-delà. Au-delà, j'en ai entendu plus d'une qui disait « Ah non, je n'ai pas pu aller en piscine, je n'ai plus pu encadrer ». Et donc, en discussion avec le CA, il a été décidé d'aller revoir les assurances auprès d'Arena et de changer la donne. Et donc maintenant, les mamans peuvent continuer à venir en piscine et sont assurées par Arena, et ce jusqu'au terme. Et aller à l'entraînement aquatique dans l'hôpital de Verviers. En écho avec l'hippocampe de décembre 2025, on peut maintenant aborder la période du postpartum. Et donc, Laurie, après combien de temps as-tu, toi, repris la plongée et comment as-tu vécu cette reprise ? Alors moi, personnellement, j'ai chaque fois repris la plongée dès que possible parce que j'avais envie de reprendre, ça faisait vraiment très longtemps et j'étais persuadée qu'en reprenant après 6 ou 8 semaines, eh bien, je serais particulièrement remise, je serais apte, je pourrais directement me remettre à plonger, que ce serait comme avant. Et en fait, pas du tout. Les 6 semaines d'interruption n'étaient pas le temps qu'il fallait à mon corps pour se remettre, mais simplement le temps qu'il fallait attendre avant de recommencer la rééducation. Et donc, ma première plongée a été compliquée. Je pensais que ce serait confortable, mais on ne réalise pas à quel point, quand on plonge, on utilise certains abdos, certains muscles dont on n'a pas l'habitude. Je me sentais abîmée, tout était difficile, voire même douloureux. Et il m'a fallu longtemps avant de réellement retrouver mon aquacité et être en pleine possession de mes moyens. Toi, Jean-Luc, quel est ton avis concernant les délais et l'intensité de la reprise au-delà des règles de l'IFRAS concernant la plongée de réadaptation ? Mais de ce que j'entends de Laurie, c'est tout à fait la réalité. La grossesse représente un grand changement dans pas mal de systèmes chez la femme, que ce soit le système cardiovasculaire, le système ventilatoire, que ce soit la résistance à l'effort, que ce soit les muscles abdominaux, les muscles périnéaux qui sont non pas abîmés mais affaiblis, et il faut tout un temps pour que ceux-là se remettent. Donc, en termes de délai minimum, on s'accorde pour dire qu'il faut attendre la visite postnatale qui se fait à 6 semaines pour reprendre la plongée dans l'eau. Ces 6 semaines, c'est aussi un peu la même chose que pour prendre un bain dans une baignoire ou des choses de ce genre-là. C'est en fait bien s'assurer que le col, qui s'est ouvert jusqu'à 10 cm pour laisser passer le bébé, est bien refermé, de façon à éviter les problèmes infectieux. En cas de césarienne, on conseille d'attendre 8 semaines, de façon à avoir une bonne consolidation de la cicatrice. Et il faut bien dire que si la grossesse est un énorme bouleversement dans la vie de la femme, l'accouchement, que ce soit par voie basse ou par césarienne, est aussi un énorme bouleversement. Il faut donc reprendre les choses petit à petit pour finir, bien sûr, par se retrouver au top comme on était avant. Et tu parles de délais supplémentaires en cas de césarienne. Dans le cadre de cicatrices liées à une déchirure du périnée ou une épisiotomie qui là est l'incision chirurgicale du périnée pour l'accouchement, est-ce qu'il y a un délai également supplémentaire ? Non. Là, on peut rester tout à fait dans les 6 semaines parce que les cicatrices d'épisiotomie cicatrisent vraiment bien. En plus, elles sont à l'extérieur. Donc, elles cicatrisent bien et s'il n'y a pas de complications, elles ne sont pas un frein particulier. Donc, 6-8 semaines de délai théorique. En pratique, tu as des éléments à partager ? Mais en pratique, moi, je conseille de reprendre progressivement, de reprendre d'abord l'entraînement avec son club en piscine, de refaire des plongées d'abord dans des côtes, de se faire un peu aider aussi pour pas forcer sur ses abdominaux, demander un petit coup de main pour porter sa bouteille. Évidemment, ne pas faire en recommençant les exercices de remontée dans le cadre d'un brevet. On a bien le temps pour ça. Refaire de la plongée
cool. Et la plupart des plongeuses reprennent la plongée rapidement, dans ton expérience et ta pratique? Alors, je n'ai pas suffisamment de cas, mais en lisant ce que les plongeuses répondent à des questionnaires, eh bien, 25% d'entre elles, un quart, reprennent les activités entre 6 et 12 semaines, et puis un autre quart entre 3 mois et 6 mois, et puis les autres progressivement. Et je crois que le problème réel, ce n'est pas tellement l'épisiotomie ou la cicatrice de césarienne. Le problème pratique rencontré par plus de 50% des plongeuses, c'est la garde du bébé. Vous avez eu des problèmes de garde de bébé de ton côté, Laurie? Alors moi, j'ai de la chance. Je ne suis pas la seule à plonger. Papa plonge aussi dans la famille, les grands-parents et même les parrains, marraines plongent aussi. Et donc c'est vrai que je fais partie de ces 25% qui ont repris le plus vite possible. Mais c'est sûr que c'est pas toujours évident de faire garder le bébé, et surtout les premiers mois quand il a besoin d'une attention non-stop. Et pour ça, il faut reconnaître que l'allaitement aide beaucoup parce que la nourriture est toujours à portée de main ou à portée de bouche. Concernant l'allaitement, est-ce qu'il y a des contre-indications, des précautions à prendre pour les plongeuses qui pratiquent l'allaitement au sein? Pas spécialement. La plongée n'est pas une contre-indication à l'allaitement maternel. Il faut juste voir sur un plan pratique si la combi qu'on avait avant convient toujours bien. Il faut éventuellement ajuster sa stab parce que la poitrine n'est plus volumineuse à ce moment-là. Donc, en conclusion sur ce point, la plongée est bien sûr autorisée chez une femme qui allait au sein. Et moi, j'irais même plus loin. Lorsque je plongeais les premiers mois et que je ressortais pour allaiter bébé, je réalisais que j'avais produit beaucoup plus de lait que d'habitude. On pourrait presque parler non pas de diurèse, mais de lactation d'immersion, tellement j'avais du lait à donner à bébé en sortant de plongée. C'est un phénomène qui est connu, Jean-Luc? Pas par moi, en tout cas. On peut peut-être terminer en parlant de la plongée et de la maternité au sens large. Laurie, à quoi peut ressembler une vie, ta vie en l'occurrence, de maman plongeuse avec de jeunes enfants? Alors c'est beaucoup plus sportif, c'est beaucoup plus amusant évidemment, parce que nous on met un point d'honneur à emmener les enfants partout, on a fait des bébés valises, et donc il y a toujours bien, depuis des années, une poussette qui accompagne sur les sites de plongée, et même en vacances, on fait des plongées entre nous quand on arrive à faire garder les enfants, mais on fait aussi des vacances plongées et avec les enfants, où on partage les gardes avec les grands-parents, chacun va plonger à son tour, etc. Les enfants connaissent le bateau et adorent ça, donc on est vraiment une famille de plongeurs, c'est super gai, au sein de la grande famille Lifras. En guise de conclusion, Laurie, on sait que tu es dans le CA, tu prépares aussi également le monitorat national. Est-ce que tu aurais un secret à partager aux plongeuses concernant ta gestion de toute cette activité de plongée et ta gestion familiale? Ah, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mon premier secret, il s'appelle Nadine. C'est ma belle-mère. Elle est toujours là ou presque pour répondre présente quand on a besoin de garde. Et ça, franchement, évidemment, ça aide énormément. Maintenant, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'abord de faire passer les enfants avant tout et de se rendre compte qu'il y a moyen de les rendre un petit peu autonomes et il y a moyen de faire beaucoup de choses avec eux ou lorsqu'ils dorment. Combien de fois j'ai pas fait le soir des réunions du CA de la Lifras quand les enfants dormaient, ou bien étudier au milieu des jouets en faisant semblant de manger un repas en plastique. Oui, ma chérie, c'est très bon. Arrête de tirer les cheveux de ta sœur. Magnifique ton dessin. En étudiant, et donc c'est gai, c'est amusant. Et le jour où j'ai sorti mon tableau blanc pour faire un schéma en sortie club et que j'ai trouvé plein de petits cœurs dessinés dessus ou un Lego dans la poche de ma combinaison, ça met de l'ambiance. Alors, le secret, c'est de combiner tout ça et de laisser les enfants toujours au premier plan. Et pour ta part, Jean-Luc, est-ce que tu aurais une conclusion à fournir sur ces échanges? Écoute, je pense que les quelques messages que les plongeuses peuvent rapporter à la maison sont clairs et simples. La plongée n'affecte pas la fertilité. On peut plonger pendant toute la durée de son cycle. Par contre, on arrête bien de plonger dès que l'on sait que l'on est enceinte. Et si on a un cycle régulier, on fait un test de grossesse après une dizaine de jours. On reprend la plongée après avoir revu son gynécologue. 6 semaines si on a eu un accouchement standard. 8 bonnes semaines si on a eu une césarienne. Et on reprend la plongée de façon progressive, de façon à arriver petit à petit à retrouver la forme totale que l'on avait avant. Parfait, un énorme merci à vous deux pour ces échanges. Merci à toi, Jennifer. Merci, Jennifer. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Jennifer Verhoeven. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet.